Bonjour, je viens de Reims, je suis venue avec une copine. Je voulais simplement témoigner parce que donc ma maman avec 89 ans, elle est en EHPAD près de Reims. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir juste un peu le silence? Il y a des personnes qui témoignent. Silence. Donc on n'avait pas fait le choix, déjà ça faisait un an puisqu'elle est décédée en mars 2021, donc 3 jours après la vaccination. Une vaccination qu'on ne lui a pas proposée, hein, on lui a imposée et on nous a même pas prévenu, moi et mon frère, qu'elle allait se faire vacciner. Donc Je peux te couper, désolé. On lui a pas proposé. Est-ce que ça veut dire qu'on lui a fait sans qu'elle sache tout ce qu'on lui faisait ou? Oh bah, elle savait qu'on allait peut-être lui faire une piqûre, mais elle savait rien Pour elle, d'autre. c'était juste une piqûre. Elle savait rien d'autre, ça c'est clair. On dit qu'on n'est pas, tout est clair. C'est On est clair. bien d'accord. Il n'y a eu absolument eu aucune autorisation, enfin une demande d'autorisation. Nous, on n'était pas favorable, on s'interrogeait à ce moment-là parce que on avait cependant conscience que si elle n'était pas vaccinée, si elle sortait avec nous, quand elle allait revenir, elle allait être mise en quarantaine. Donc on s'interrogeait, on se demandait qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que moi j'étais pas du tout chaude, ma maman ne s'est jamais fait vacciner contre la grippe. On n'avait pas encore tout compris, hein. Moi j'avais pas encore tout compris, mais je me posais déjà des sérieuses questions. Et donc on s'interrogeait, on avait dit on aimerait bien voir les psychologues pour évaluer pour ma maman s'il faut mieux qu'elle se fasse vacciner pour pouvoir sortir et vivre encore un petit peu en famille, ou si fallait pas la vacciner, mais si on ne la vaccinait pas, elle se retrouvait complètement isolée. Donc on n'a même pas pu discuter parce qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir, puisque de toute façon ils l'ont vaccinée, et donc ils l'ont vaccinée le mardi, donc on le savait pas. Le vendredi, l'EHPAD appelle mon frère en disant votre maman va pas bien, on l'a transportée à l'hôpital, on est arrivé 3 heures après, elle était décédée. Voilà. Donc, on peut savoir ce qu'ils vous ont dit par rapport à son décès, justement. Donc, l'EHPAD nous a pratiquement rien dit. L'hôpital, par contre, ils ont été vraiment très bien. Enfin, ils ont vraiment pris soin de ma maman les 3 heures qui ont, voilà. Vraiment, ils ont quand même, ils ont pas compris. L'hôpital m'a dit, on comprend pas comment c'est possible d'arriver, comment votre maman, pourquoi ils l'ont transférée à l'hôpital. C'est simplement parce que l'EHPAD ne voulait pas avoir un décès chez eux. Enfin, on peut supposer que c'est ça. Et on peut supposer que l'EHPAD, n'étant pas aussi spécialisé que l'hôpital, aurait certainement laissé ma maman vraiment se dégrader encore plus alors qu'elle était vraiment très 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 mal. Donc l'hôpital a vraiment quand même pris en charge ma maman du mieux possible. D'autant plus que j'avais ramené un papier en disant que plusieurs années avant, j'avais demandé à ma maman si elle était OK pour faire un papier pour le non-acharnement thérapeutique et la non... donc ma maman, qu'elle habite très bien encore à ce moment-là, elle l'avait fait et je l'avais sur moi. Donc je montrais ça à l'hôpital et l'hôpital m'a dit bon, vu l'état de votre maman, vu tout ça, on va abréger ses souffrances parce que c'était pas possible, quoi. Et donc le lendemain matin, je suis allée à l'EHPAD et puis l'EHPAD m'ont dit ah ben oui, votre maman, elle avait un problème de cœur, hein, elle a eu une myocardite, elle avait un problème de cœur, hein, votre maman. Alors que ma maman n'avait jamais été soignée et elle n'avait pas de traitement du tout. Voilà. Donc ce que je voudrais rajouter quand même, c'est en dehors du problème du vaccin, pas du vaccin, de l'injection. C'est la galère qu'on a vécue, que moi j'ai vécue quand même avec ma maman, puisque à partir de mars 2020, en gros j'étais là voir le jour où le soir en rentrant on a appris qu'il y avait l'interdiction de voir les personnes. Donc pendant plusieurs mois je l'ai pas vue. Ma mère n'a rien compris, elle voyait bien qu'il y avait un problème, hein, elle voyait bien, hein, elle comprenait, mais elle a commencé à chuter, hein, de toute façon c'est clair, hein, un an pratiquement jour pour jour après la décision de fermer les EHPAD, elle est décédée, hein. Quand on calcule, ça fait juste 1 an. Bon, ça, j'avais pas trop réalisé avant, mais maintenant j'ai réalisé. Et donc, plusieurs périodes où où on a été sans pouvoir la voir. Alors, une fois, on a réussi avec bien du mal à la voir du balcon. J'avais demandé à essayer de la voir du balcon. Alors, elle avait le masque au balcon, moi j'étais en bas. Voilà. J'avais demandé à un moment de pouvoir faire un peu de visio, éventuellement. Ils ont jamais réussi à faire le système. Bon, je pense que c'était trop compliqué aussi pour les gens, mais n'empêche qu'ils n'ont pas fait le système. Et quelques jours, 2 jours avant, enfin justement la semaine d'avant qu'elle meure, puisque quand elle est décédée vendredi, et moi je suis allée la voir le vendredi d'avant avec mon frère, parce que maman m'avait dit je veux vous voir tous les deux. Donc on était venus tous les deux, parce qu'on n'habitait pas au même endroit. Et à ce moment-là, je la touche, enfin voilà, comme de temps en temps j'essaie de la toucher, et l'infirmière passe, elle me dit ah ben non, ça c'est pas possible, vous ne pouvez pas toucher votre maman, c'est interdit. Waouh. Voilà. Je vous résume la ciel ouvert. Voilà, je vous résume la vie quand même de certaines personnes en galère, des personnes âgées, voilà. Ce qu'ils ont subi. On les a carrément isolés et laissés mourir. Merci pour ton témoignage, merci d'être venu jusqu'à nous parce qu'elle vient de Reims, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas, enfin on s'en était rendu compte, mais quand on a un vrai témoignage,
on se rend compte de la souffrance des personnes âgées. Ouais. Ils les ont isolées, Ouais. muselées, et je dirais pas le mot, hein, mais on est tous d'accord, et ça les a ramenés là où ils sont aujourd'hui. Moi j'ai la maman d'une amie qui était en EHPAD aussi, donc qui a eu sa première, sa deuxième, sa troisième dose. Et lors de la quatrième dose, on lui a expliqué que voilà, il fallait la faire et que si de toute façon il y avait des cas Covid, et ben on repartait dans le même système. Excuse-moi. Et du coup, ben, la pauvre mamie, ben, elle a décidé de se laisser mourir. Voilà, donc elle est décédée malheureusement. Et elle s'est laissée mourir parce qu'elle en avait assez de cette situation, le fait de ne pas pouvoir voir ses proches, sa famille, et d'être toujours, malgré tout, malgré ses injections, et ben, dans le même cas de figure. Voilà. Alors on va laisser témoigner. Françoise a demandé à témoigner également. Plus près du micro et un peu fort. Voilà. Bonjour, moi je suis la maman j'ai deux fils, mais dont un qui est handicapé, il a 23 ans, il était en internat avant le Covid, et après quand ça a commencé, l'internat me talonnait pour que je le fasse vacciner, il fallait que je le fasse vacciner, je n'étais pas pour. Il était dans une école spécialisée? Non, un internat, d'ailleurs pas là à Montigny. Je ne savais pas qu'il fallait être vacciné pour être dans un internat, pour être à l'école, pour finir. À nouveau. Parce que pourquoi? Parce qu'il devait aller dans un foyer. Et le foyer voulait qu'il soit vacciné. Donc moi j'ai dit non, je ne veux pas qu'il soit vacciné. Moi j'ai dit non, je ne veux pas qu'il soit vacciné, il n'y a rien à faire. J'ai fait des emails, je me suis battue, jusqu'à ce qu'à un moment on m'a dit oui mais Madame Gassot, vous savez que vous allez perdre la tutelle de votre fils, parce que je suis tutrice. Hein. Donc je dis ah bon. Pardon, il faut parler plus fort, il faut pousser plus fort dans les micros. Oui. Parce que bon l'internat m'a dit, Madame Gassot, si vous ne faites pas vacciner votre fils, vous allez perdre la tutelle. Je dis bon, d'accord. Mais je savais plus quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Bon ben voilà, comme je suis là, voilà, j'étais pareil. Donc j'ai dit bon ben moi je suis pas vaccinée, je vais vacciner mon fils. Comme ça, bon ben très bien. Bon. Je l'ai vacciné, il s'est fait vacciner 2 fois avec le putain de Pfizer à la merde. Plus fort! Avec le putain de Pfizer à la merde. Plus fort, j'ai dit! À la merde! Pfizer de merde. Voilà. Donc il a été vacciné et là maintenant, il est en foyer. Il est pas souvent malade, mais quand il est malade, on lui fait des tests. Il n'y a pas longtemps. On m'a téléphoné pour venir le chercher parce qu'il était malade, parce que moi j'aurais dit, c'est moi qui gère sa santé, c'est pas le médecin du foyer. Alors on m'a téléphoné, oui Madame Gassot, faut venir le chercher parce qu'il est malade, il est enrhumé. Alors je dis oui, mais je peux pas aller le chercher comme ça maintenant, je travaille. Et bon je m'occupais pour aller à la pharmacie lui chercher des médicaments. Donc, je sais même ce que je l'ai dit. Oui, voilà. Donc, Madame Gassot, comment on fait? Je dis, moi, je peux pas venir le chercher, mais je passe demain, je vous donne des médicaments. Pour le soigner. Homéopathiques pour le soigner, voilà. Donc, j'y suis allée hier. De toute façon, Madame Gassot, il va bien. Hein. Ils me l'ont testé! Ils me le testent tout le temps! Alors donc en fait, ils ont demandé à ce gamin, si on résume, qui est en foyer, de se faire vacciner, on va dire injecter, parce qu'à un moment, il faut qu'on arrête, de se faire injecter pour pouvoir être dans le foyer. La maman cède, sinon elle perd la tutelle. Et une fois qu'il est vacciné, on l'appelle toutes les 3 secondes, 2 minutes. Dès qu'il a le nez qui coule, elle se dépêche de venir ramener ce qu'il faut et on n'arrête pas de le tester. Alors à quoi sert le vaccin si on a besoin d'être testé toutes les 3 secondes? Arrête, Pas un vaccin! À l'injection, pardon. C'est une expérimentation! C'est des cobayes! Les nazis au pouvoir! C'est des nazis! Ce qui veut dire qu'on a tout le temps des jeunes en souffrance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas fini.
Les enfants sont en souffrance, ils ont été pris en otage. Maltraitons. Les enfants ont été pris en otage. C'est à nous, les adultes, de les protéger et pas l'inverse. Les enfants n'ont pas à protéger un adulte. J'espère que ça va aller, madame. Merci beaucoup. Merci. Courage. Carmen? Bien près du micro et bien fort. Bonjour. Eh bien, moi, je viens juste de... Près du micro. Je viens juste d'apprendre, je viens de... Et fort, et un peu plus fort. Je viens d'apprendre... Comme ça, regarde. Que des lèvres, Carmen. comme un bisou. Là, comme ça. Là, comme ça. Il y a à peu près quelques heures, j'ai reçu une jeune fille chez moi que je connais. Elle était toute retournée. Elle me disait donc que son voisin de 29 ans venait de décéder. En fait, il a eu très mal au cœur, à la poitrine et au bras. Sa mère l'a emmené aux urgences et le médecin lui a dit qu'il faisait une crise d'angoisse. Il est retourné à la maison, il en est mort. En fait, il était vacciné 3 fois. Et la semaine dernière, un ouvrier qui est venu chez moi, on en parlait aussi de cette injection. Et pareil, il me disait que son voisin a eu la horte qui a éclaté. En ces moments, j'entends beaucoup ces témoignages-là, et c'est des jeunes qui ont 29 ans, 30 ans. Donc voilà. J'avais aussi un jeune locataire chez moi qui était footballeur, et il ne voulait pas du tout se faire injecter, mais il était obligé, parce qu'il est professionnel. Et en fait, dès le lendemain, il n'arrivait pas à respirer. Donc l'équipe de foot était très inquiète. Et donc pendant une semaine, il ne pouvait rien faire. Donc il était souvent aux urgences. Et voilà, notre témoignage, il avait 20 ans. Ah bah vous en avez plein les panneaux autour de vous. Voilà. Non, il n'est pas mort. Nous avons des gens qui viennent de nous dire que... Excusez-moi, hein. Je les affiche, mais je m'en fous. Ils viennent de dire qu'ils préfèrent être injectés, ils se sont fait vacciner, ils préféraient la vaccination à l'hospitalisation et qu'ils ne connaissaient personne qui était mort de l'injection. Alors nous attendions la venue de Chloé. Alors est-ce que Chloé est prête à témoigner? Ah, Emmanuel, où est Emmanuel? Je ne l'ai pas encore vu. Alors, le temps qu'elle arrive, monsieur, vous vouliez témoigner? Je vous en prie. Oui, bonjour. On a beaucoup entendu dans les vidéos, cet après-midi Je sais plus ce qu'elle fait. les impacts physiques, mais on ne parle pas beaucoup des impacts psychologiques. Moi, je peux vous donner le témoignage de ma maman. Elle avait 100 ans en EHPAD, elle était totalement isolée, et elle en a eu marre. Elle s'est échappée de l'EHPAD et elle s'est jetée sous un train, elle avait 100 ans. Ça a été vraiment dramatique pour toute la famille, parce que c'était intolérable, c'était une femme très vivante, et ce décès a affecté vraiment toute la famille. C'était vraiment très dur pour nous, et encore plus pour elle, puisqu'elle a décidé de partir. Oui. Merci. Alors, nous allons accueillir Emmanuel Da. Il nous a fait des frayeurs. Tu la présentes? Emmanuel Dar est enseignante, chercheuse à l'université spécialisée en simulation informatique, modélisation et big data, et s'est orientée vers l'intelligence artificielle. Emmanuel fait partie du conseil scientifique indépendant qui apporte chaque semaine un échange scientifique dépourvu de conflit d'intérêts.
Elle a participé aux auditions réalisées dans le cadre de l'OPEX aux côtés de Vincent Pavant et Christine Coton, qui n'ont pas été rendues publiques. Elle a aussi écrit un livre, Ne touchez pas nos enfants, qui s'adresse à tous les parents qui s'interrogent. Bonjour à tous. Voilà. C'est ma journée. Et on va pas te perdre maintenant. Hein. Déjà, merci beaucoup pour votre accueil. Merci pour votre engagement. Merci pour votre soutien. Merci pour le soutien envers toutes les victimes. Et merci aussi à toutes les victimes d'être ici, de leur rendre hommage et de témoigner. Donc depuis à peu près 1 an et demi, en fait, donc nous avec Vincent Pavant, on est des universitaires, on s'intéresse beaucoup aux chiffres et on s'est intéressé donc depuis le mois de juin 2021 aux signaux d'alerte. Donc on avait constaté déjà les myocardites qui étaient récardites, pourtant la NSM à la rigueur nous prenait pour des fous et puis en octobre ils ont quand même avoué que oui il y avait bien des myocardites. Il y a d'autres signaux d'alerte, il y a à peu près plus d'une centaine de pathologies qui sont concernées. On parle beaucoup en ce moment notamment des morts subites. Ça, c'est un signal en fait qui est présent depuis 1 an et demi et pourtant, ils ont continué à vacciner envers tout et contre tout. Alors, j'avais prévu de vous lire en fait un témoignage de Sonia, la marraine de Sophia. Mais malheureusement, mon téléphone ne charge pas. Voilà, donc on va faire sans. Donc on a constaté également, bien sûr, d'autres signaux d'alerte, hein, les troubles du cycle menstruel, hein, qui aujourd'hui sont une réalité. Moi, j'ai moi-même plusieurs étudiantes à l'université qui sont venues me voir, qui sont absolument pas complotistes, pas anti-vax, qui m'ont dit, madame, ça fait 1 an, donc plusieurs jeunes filles d'à peu près entre 21 et 23 ans, 2 d'entre elles, ça fait 1 an qu'elles sont en aménorrhée. Donc elles n'ont plus du tout leur cycle, plus rien. Alors elles sont allées voir leur médecin, toutes, hein, et ils lui ont dit non, mais ça c'est un problème psychologique à cause du confinement. Voilà. L'effet du confinement, peut-être que Niels Ferguson n'avait absolument pas prédit, hein, visiblement. Hein. Donc voilà, on nage en plein n'importe quoi, en plein délire. On a trouvé qu'avec 18 fois plus de risques de troubles du cycle menstruel, c'est inédit dans toute l'histoire de la vaccination. Mais au regard de ça, pourtant, les autorités continuent. Alors là, on a eu quand même une petite victoire il y a hier ou il y a quelques jours. C'est que l'Union européenne a quand même dit stop par rapport à la vaccination entre 6 mois et 5 ans. Ils ont dit stop, mais la bataille n'est pas finie. Aujourd'hui, il y a 5% des 5-11 ans qui sont vaccinés. Pourtant, ils ont acheté des millions de doses pédiatriques. Et l'enjeu aujourd'hui, l'enjeu de demain, il est là. C'est la vaccination des enfants. Puisqu'on a à peu près 88% de la population entre 18 et 64, et plus de 18 ans qui sont vaccinés. Enfin, à partir même de 12 ans, pardon. Injectés, oui. Le terme est beaucoup plus juste, effectivement, parce que ce ne sont pas des vaccins. Ce sont des injections géniques expérimentales qui sont soumises à une AMM conditionnelle et dont notamment les interactions avec le vaccin grippe, par exemple, n'a absolument pas été en fait testé et approuvé. Mais pourtant, voilà, on fait des interactions, on vaccine des femmes enceintes. Dans les essais cliniques, il y a à peine une cohorte à peine de 500 femmes enceintes qui ont été testées. Ils ont traficoté les chiffres, ils ont traficoté les données. Dans la base européenne, il manque à peu près 6000 données, 6000 décès, pardon. L'Europe cache des morts, la France cache des morts. On a découvert depuis les données brutes de la NSM qu'on n'avait pas 25% d'effets graves, mais 37% parmi l'ensemble des effets graves. Enfin, parmi l'ensemble des effets, il y en a 37% qui sont graves et pas 25% comme l'affirme la NSM depuis leurs données brutes. Il suffit de faire une addition et une division. Visiblement, la NSM n'a pas de calculatrice, il faut peut-être leur en offrir une pour Noël. Et on a découvert également que tout était trafiqué.
tout était manipulé. On a par exemple des myocardites aigus qui sont étiquetés non graves, des thromboses non graves, des AVC non graves. Alors ça arrange évidemment quand on calcule, hein, quand on enlève des effets graves, et ben ça va toujours, voilà, ça va toujours au bénéfice en fait de ces injections. On a découvert également qu'il y avait des manipulations, des hommes qui devenaient des femmes qui devenaient des hommes, des 60 ans qui devenaient des 50 ans, des 50 ans qui devenaient des 18 ans. Et la liste vraiment est très très longue, la liste des contrefaçons, puisque là on est dans la fraude et l'usage, on est dans le faux et l'usage de faux, clairement. Alors je crois qu'il est vraiment temps aujourd'hui et que tout le monde, que la population générale prenne conscience de tous les risques, de tous les enjeux. Puisque c'est pas simplement en fait une injection, c'est tout un modèle aussi de sociétal qu'on tente d'imposer aux gens. Ces injections, c'est un viol du corps. Un viol avec, on va dire, une substance dont le contenu n'est absolument pas communiqué. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a eu plusieurs expérimentations dans divers pays qui ont montré notamment l'existence, enfin la composition à partir de graphène. Il y a des chercheurs qui ont prouvé qui avaient peut-être, moi je n'ai pas la réponse, des nanotech, des ce qu'on appelle des nanobots, etc. On ne sait pas, ça paraît du X-Files, mais peut-être qu'on en est là. Que veulent-ils vraiment faire finalement avec ça? Est-ce un moyen de traquer la population, de mettre à disposition finalement des méthodes de traçage, d'instaurer un crédit social à la chinoise, parce que le modèle de société sur lequel sur lequel ils veulent nous emmener, c'est bien ça. C'est le crédit social à la chinoise. Alors il faut dire non, puisque la seule réponse, elle est de résister, de s'opposer et de dire non. On ne veut pas de votre modèle de société. On ne veut pas en fait être traqué. On ne veut pas devoir injecter nos enfants avec des substances dont on ne connaît pas la composition. Et c'est le seul moyen en fait. Il n'y en a pas plus. Mais en fait, si tous ensemble déjà on dit non, 1 million, 2 millions, 3 millions, eh bien en fait ils seront devant le fait accompli. Voilà. Merci à tous de votre accueil. Merci Olivier. Oui, voilà. Alors nous avons un autre témoignage. Tu viens par là? Bonjour. Bon, ça s'est passé récemment. Approche ton micro, voilà. Ça s'est passé récemment, il y a 3 mois, mon beau-frère, il va se faire opérer des nœuds du discale. Merci. Ah, mais je sais pas. Ah, merci. 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 Bon, il est arrivé le jeudi après-midi. Il a passé pendant 24 heures dans le couloir. Le lendemain, ils ont appelé ma nièce. Votre père, il a le Covid. On n'a pas pu l'opérer, il est mort. Donc il a resté déjà 24 heures dans le couloir. Ah oui, parce que maintenant on est reçu dans les couloirs aussi. Il faut savoir que c'est devenu des chambres à coucher, je pense. Hein. Exactement. Donc à la base, tu dis qu'il est rentré pour une hernie discale et ils l'ont pas opéré parce qu'il a attrapé le Covid et ils l'ont laissé comme ça. Voilà. Ok. Bon, donc la semaine d'après, avec mes 2 nièces, je suis allé à l'hôpital et j'ai dit on va porter plainte. On m'a demandé qui vous êtes. J'ai dit je suis un beau-frère. J'ai dit mon beau-frère, il n'avait rien. Pour me recevoir, ils m'ont dit vous faites pas partie de la famille. Je vous le dis. Ils m'ont dit vous faites pas partie de la famille. Ben, j'ai dit on porte plainte. On va porter plainte parce que mon beau-frère, je l'ai vu la semaine d'avant, il n'avait pas de Covid. Je peux vous l'affirmer. Voilà. Alors ils m'ont dit, vous n'êtes pas. On a répété une 2e fois. On a demandé à voir la direction. On nous a refusé la direction. C'est une femme qui est directrice. Merci. Bon, j'ai tout noté. Hein. J'ai dit à mes nièces, on va porter plainte au tribunal. Faites ce que vous voulez, qu'il nous a répondu. Comme ça, textuel.
Ben, j'ai dit c'est très bien, déjà de l'accueil. Je vous remercie de l'accueil qu'on a reçu. Et tout. Par contre, je vais vous dire une chose, il y a du graphène dans les masques. C'est prouvé. C'est prouvé dans tous les masques qui sont fabriqués dans des laboratoires. Il y a du graphène dans les masques. D'accord, vous le savez? Et donc ça, c'est prouvé qu'il y a eu du graphène dans les masques. Le masque, il est très dangereux pour le corps, pour les poumons, pour respirer et vous inspirer. Vous faites respiration, inspiration. Donc, vous rejetez exactement le carbone dans le corps, dans le masque. C'est bien précis. Donc, le masque, c'est très dangereux pour la santé. Voilà. Et moi, ce qui s'est passé, c'est un merci. Moi, je habite à la frontière du Luxembourg. L'accueil qu'on a eu, c'est comme des chiens, ni plus ni moins. On vous reçoit comme un chien. C'est pourquoi vous n'avez rien à voir. Je ne fais pas partie de la famille. L'humain n'est pas considéré. L'humain n'est plus considéré. Exactement. Et c'est pas vieux, ça fait pour moi. Merci beaucoup de ton témoignage. Courage. Descends doucement. Est-ce que Chloé, est-ce que Chloé est arrivée ou pas? Comment? Bah vas-y, oui, tu peux y aller. C'est même pas solide. Bonjour. Bonjour. On est des mamans, on a fait avec les moyens du bord, d'accord? Ça va, merci. ça va. Je vais pas tomber. Ok. Il y a mon fils. Ça, c'est mon fils. Il s'appelle Demba. Quel âge il a? Il a 6 ans. Il est autiste. Mais il sait faire des puzzles de 1000 pièces. Je sais même pas en faire 5. Et vous? Non. Voilà, alors je vais parler de merci. Les urgences de merci. Je suis bien énervé, comme vous. Alors j'ai subi une agression en sortant de la boîte de nuit à Metz, le Black and White. Vous connaissez? Non. Près du tribunal, en face. Ah oui, je suis jeune, je m'amuse. Je bois un petit peu. Je sors de boîte. Bien sûr, vous allez voir. On m'a agressé pour une cigarette. 3 personnes. J'ai reçu des coups de batte de baseball dans la tête. Et j'ai 12 points de suture sur 4 blessures. 12 fois 4. Qui sait compter? On s'en fout. Je suis venu aux urgences parce que je fais des crises de tétanie. Beaucoup. On m'a même pas donné un bracelet avec mon nom et mon prénom. C'est cool, merci. D'ailleurs, je sais pas qui l'a appelé merci, mais je les remercie pas aujourd'hui. Voilà. Je suis ressorti de l'hôpital, on m'a dit que c'était rien. Aujourd'hui, je marche avec une béquille et mon fils. Et aujourd'hui, c'est mon fils qui a l'honneur de tenir ma béquille. Parce qu'il est là, il vous regarde, il parle pas. Mais il parle avec son cœur, ses yeux. C'est son autisme, c'est son handicap. Et aujourd'hui, je suis à côté. Je suis sa mère et je suis fier. Ouais, tu peux? Merci à vous. Je suis entendu. Bravo. Merci à vous. Merci. Peut-être qu'il va dire quelque chose. Il va dire quelque chose. On s'en fout. Oui. C'est là qu'on se rend compte que dans les hôpitaux, on est de plus en plus mal reçus. Ça fait peur. Attention, ne tombe pas. Il y avait donc... qui est-ce qui voulait encore témoigner? Jocelyne voulait reprendre la parole. C'est bon, là? Ok. Je voulais rajouter 2 choses par rapport à ce que Madame Darl a dit. Parce que c'est important que vous ayez des connaissances sur des documents précis et sur des chiffres précis. Donc, Andreas, tout à l'heure, a cité le chiffre de 44 décès chez les moins de 18 ans, et c'était un chiffre qu'on trouvait dans des rapports de la NSM. Donc, il faisait allusion à une vidéo que vous pouvez retrouver du docteur Denis Agré. Dans cette vidéo, le docteur Denis Agré avait analysé
un des rapports mensuels de l'ANSM sur les effets indésirables de l'injection Pfizer. C'était en mars 2022, cette vidéo. Et effectivement, Denis Agré expliquait que c'était très difficile d'avoir des chiffres de décès et qu'il avait dû retrouver ce chiffre en analysant les tableaux. Alors, les 44 décès, c'était en mars 2020 pour les moins de 18 ans. Et comme a dit aussi Andreas, vous pouvez multiplier par 10, voire par 15. Et ça, c'est totalement officiel. C'est le rapport d'étape de l'OPEX. Donc l'OPEX, c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui a été saisi en février 2022 d'une demande visant à faire une enquête sur les effets indésirables. Et dans son rapport d'étape du 9 juin 2022, l'OPEX, je crois que c'est à la page 42 ou 44, reconnaît officiellement la sous-déclaration des effets indésirables et l'estime à environ 10 ou 15%. Ce qui veut dire que les effets indésirables, le chiffre des effets indésirables qui est dans les rapports de l'ANSM, vous pouvez multiplier par 10, voire 15. Donc ça veut dire déjà qu'il y a environ 450 décès au mois de mars 2022 d'adolescents de moins de 18 ans. Mais d'autre part, le docteur Agré, quand il avait trouvé ce chiffre, il n'avait analysé que le rapport Pfizer, que le rapport sur les effets de l'injection Pfizer. Donc, dans Réinfo Covid-Marne, puisque j'appartiens à Réinfo Covid-Marne, notre équipe a fait l'analyse des 4 rapports sur les 4 injections, sur les 4 produits, c'est-à-dire le Pfizer, l'AstraZeneca, le Moderna et le Johnson. Et là, on a trouvé, au mois de juin 2022, on a trouvé officiellement dans les 4 rapports de l'ANSM, on a trouvé le chiffre de 1945 décès officiellement constatés par l'ANSM. Et vous multipliez par 10, ça fait 19 000 personnes. Et ça, c'était au mois de mai 2022. Donc, à l'heure actuelle, moi je dis à chaque fois aux gens que je rencontre que depuis le 27 décembre 2020, date à laquelle les injections ont commencé, eh bien, il y a 20 000 personnes qui ont crevé suite à ces injections. Et vous pouvez le dire aux gens, et vous pouvez le leur prouver avec d'une part les rapports de l'ANSM, certes il faut passer un certain temps pour les étudier, et d'autre part la reconnaissance par l'OPEX du facteur de sous-déclaration de 10%. Donc 20 000 personnes ont déjà crevé suite aux injections de ces poisons géniques expérimentaux depuis le 27 décembre 2020. Et vous pouvez l'affirmer et expliquer aux gens comment vous en avez eu la preuve. Voilà, je pense que c'est important de le dire en face des covidios qui ne croient toujours pas qu'on les a empoisonnés avec ces injections. Merci. 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 Ah ben non, je pense qu'il y en a qui sont toujours sûrs du bienfait et ils attendent la prochaine dose avec une impatience de folie. D'ailleurs, il me semble que le ministre de la Santé a dit qu'il serait bon de faire un rappel tous les 6 mois. Normal. Petit déjeuner, une souper. Mais ça, c'est la prochaine. Alors, je vais peut-être laisser... Alors, on va donner la parole à Francis. On est sûr que ça va faire venir Chloé, qui n'est pas très loin, apparemment. Elle n'est pas très loin. On y croit. Allez. Oh, lui, il va passer le travers. Non, mais l'écran. Mais, déjà, merci d'être venu par ce front-là. Donc on est quand même satisfait qu'il y ait quand même du monde. Donc moi je voulais dire une chose, c'est que le gouvernement. Donc si Monsieur Macron m'écoute, je dis bien Monsieur Macron, vous êtes un dictateur. Maintenant vous pouvez me poursuivre en justice. Parce que maintenant je vais vous dire une chose. Vous avez le règlement 536/2014, règlement européen. Et le règlement européen, il est sur les tests, les expérimentations sur l'être humain. Et on vous dit quoi? Il faut avoir un consentement éclairé. Malheureusement, comme on a entendu les gens qui ont témoigné aujourd'hui, à l'hôpital, on oblige la vaccination. Donc, injection d'un produit expérimental, il est interdit. Le règlement européen est au-dessus des lois françaises. Donc, on attend quoi? Tout le gouvernement, tous les députés, et je dis bien députés, sénateurs, ils sont tous complices des meurtres. Moi j'appelle ça des meurtres. J'appelle ça des meurtres. Parce que, je vais vous dire une chose, un truc tout simple.
passe. Vous avez les 9 pages d'effets secondaires Pfizer. Oui, oui. Montrez-les à quelqu'un avant de le picouser. La personne refusera. C'est normal. 9 pages d'effets secondaires. Données Pfizer. Les données Pfizer. Donc il faut arrêter. Moi je vais vous raconter un truc qui est tout simple. On parle des masques. On parle des masques. Et moi je peux parler en connaissance de cause. Les gens ici ils connaissent ma fille, parce que ma fille est souvent elle était souvent en manifestation. Là elle est en train de bûcher pour ses examens de fin d'année. Ma fille c'est une ancienne nageuse. C'est bien simple. En 2020, elle a nagé ici à la Lothaire. Elle est arrivée seconde en finale C. Elle était dans le journal. À force de porter les masques, vous savez ce qu'elle avait? Elle vomissait sang, acide, 7 fois par jour. 7 fois par jour. Son entraîneur, elle arrive, elle vomissait, il vient me dire, Francis, ta fille a un problème. Je dis, je sais ce que c'est le masque. Début février, c'est le masque. On a fait tous les examens, échographie, tout. On a même été voir un spécialiste pour faire une gastroscopie. Le spécialiste, il arrive, il ausculte, et tout d'un coup, il arrive, parce que comme on avait fait tous les examens, il ausculte, et il arrive, il dit, mais Alicia travaille, elle est comment à l'école? J'y allais dans les meilleurs. Hein? Elle doit se mettre le stress. Elle doit se mettre la pression. Alors j'arrive, je dis, Alicia, qu'est-ce que tu as fait hier entre midi? J'ai donné des cours à mes copines. Donc il arrive, il dit, je peux pas parler de stress. Donc il dit, on fait un dernier examen, sanguin, parce que on en avait fait différents, mais il a voulu approfondir. Et à la fin, on a un certificat médical qui dit qu'elle ne doit plus porter de masque. Ça, c'était en 2021. Donc, juin 2021, elle ne porte plus de masque. Cette année, donc 1 an plus tard, ma fille se plaint, me dit, papa, j'ai des douleurs. Donc on l'emmène chez mon médecin il dit, hop, on retourne chez le même spécialiste. Vous savez ce qu'il va trouver? Un ulcère à l'estomac. 15 ans 15 ans Un ulcère à l'estomac. Et 1 an avant, elle n'avait rien. Et vous savez pourquoi? Parce que moi je vais vous dire, parce qu'au niveau des écoles, parce que elle a subi. Alicia, mets ton masque, j'ai une attestation. Malgré qu'elle est combative, psychologiquement, ça travaille. Donc c'est bien du harcèlement. C'est du harcèlement. Et le problème, il est... Moi, je peux parler. Les gens qui picoussent leurs enfants, ça s'appelle de la maltraitance. Et si les enfants décèdent, moi, je les poursuivrai pour meurtre. Injection de produits létals. Donc, automatiquement, il faut attaquer. Moi, j'attaquerai tous les parents. J'attaquerai les hôpitaux, tous les médecins qui ont picousé, sans le consentement éclairé. Parce qu'il n'y en a pas un seul qui a eu le consentement éclairé. Parce que moi, c'est ça. Comme moi, comme je dis, je suis procédurier. Prouvez-moi qu'ils ont eu le consentement éclairé. Vous ne pouvez pas. Parce que juridiquement, je vais au tribunal. Personne connaît les contrats. Je viens, je dis, c'est bien ça. Maintenant, vous allez me démontrer que les gens, vous leur avez donné un consentement éclairé. Vous les avez informés sur tous les risques. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Même si on vous fait signer le papier, il n'y a pas de valeur juridique. Il n'y a pas de valeur juridique. Parce que tous les effets secondaires doivent être annexés. Ils ne sont pas annexés, pas de valeur. Et c'est ce que je dis. Les gens, ils doivent se bouger. Les gens, ils doivent se bouger. Parce que, regardez les décès que vous avez aux alentours. Regardez les problèmes. Nous, on rigole. Regardez les gens qui ont chopé le Covid. C'est qui? La plupart C'est les vaccinés. C'est les vaccinés. Alors, quand on me dit, comment tu peux dire? Mais moi, je le vois même au boulot. Et quand les gens, ils ont des problèmes de santé. Ah mais maintenant j'ai ça. Je vous ai prévenu. C'est une expérimentation. C'est interdit. T'as pas le consentement éclairé? Tu le refuses. Personne ne peut t'obliger. Même si un hôpital veut vous obliger, mais sans mal barrer,
Ils sont mal barrés. Montrez-moi la loi. Montrez-moi la loi. Au Luxembourg, il y a eu le Covid check. Donc, le Covid check, pareil, j'ai écrit à mon employeur un pavé de 23 pages avec toutes les lois. Code du travail, code pénal. En disant, vous voulez m'imposer, je vous poursuis en justice. Et moi, j'ai pas peur de perdre ma place. Les gens me disent, mais pourquoi t'as pas peur? Parce que j'en ai rien à foutre, moi. Aujourd'hui, je suis là, demain, je suis ailleurs. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais mon employeur, toi, tu voles dehors, hein. Le jour où moi je suis licencié, il y a une grosse partie de la direction qui vole dehors. Parce que je ferai appliquer les lois. Et il ne faut pas se laisser faire. On a des enfants, il faut les protéger. On a des parents, il faut les protéger. On doit se protéger mutuellement. Et le problème qu'on a, et je vais le dire, écoutez bien les Français, parce que vous êtes pourris. Parce que les soignants, vous les avez applaudis en 2020. Et en 2021, vous les avez foutus dehors. Mais comme des chiens, vous les avez foutus dehors. Pas d'indemnité, rien, comme des chiens. Donc moi, les Français, moi je serai soignant, je vous laisse crever. Et je vous laisse crever. Comme vous avez laissé crever les soignants non vaccinés, les pompiers. Non. Il y a des pompiers, on leur a interdit. C'est une honte. C'est une honte. Et on nous dit, on a des problèmes de personnel. Alors moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai ma femme qui travaillait à Alpha Santé à Algrange. En 97, je l'ai fait arrêter. C'est bien ça. J'ai poursuivi l'hôpital en justice. J'ai gagné mes procès. Donc c'est pour ça que... Et depuis que j'ai été poursuivi en justice, ils payent la carence des 3 jours parce que vous avez le régime local. Les 3 premiers jours, vous ne les perdez pas. On a le régime local. Et déjà là, je disais, ils étaient déjà en sous-effectif. Et quand je prévenais les gens en disant attention, quand ils travaillaient de nuit, ils étaient 2. Et tout un jour, ils ont dit, un couloir, ils vont être 1, l'autre couloir, ils vont être 2. J'y fais pas, ça va être 1 et 1 à force. Et ça s'est passé comme ça. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter de tirer tout vers le bas. Les employeurs, ils ont une impunité. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la justice, il n'y a plus de justice. Il n'y en a plus de la justice. Et ce qu'il va falloir faire, c'est un tribunal populaire. Il va falloir un tribunal populaire pour juger tous les politiques, les médecins corrompus. Il faudra tous les condamner. Voilà. Allez. Bon, merci Francis. Oui. Ah voilà, c'est ça, oui, elle. Ouais. Non, c'est pas la chanteuse, c'est une Suisse. Alors, d'ici quelques secondes, nous allons accueillir Chloé Frabry. Voilà, pas froid. Alors, c'est ce qui devait parler moi. Ah ben voilà, c'est bon. Vas-y, je te laisse la présenter. Alors, nous avons donc Chloé Framéry, qui vient d'arriver. Elle est enseignante de mathématiques en Suisse et lanceuse d'alerte depuis 10 ans. C'est une militante engagée qui a récemment été licenciée pour manque de fidélité à l'État. Pour sa vidéo sur la création monétisée et pour sa pensée libre. Elle a également été révoquée en septembre 2022 pour son engagement, d'où elle a fait recours en s'adressant à la Cour européenne des droits de l'homme. Tout le monde de l'applaudir. Bravo. Attention, est-ce que je dois me mettre? On remet là. On entend rien. On a entendu. Non, c'est bon, non, mais vous savez quoi, moi je viens d'arriver, j'ai l'air tropical dans ma voiture. Merci, bonjour. Bonjour et merci d'être là. Sous le froid.
Mais une manif sans froid, c'est pas une vraie manif. Ça, c'est là qu'on voit les vrais résistants. C'est ceux qui sont encore là, ceux qui restent jusqu'au bout. Après 5 heures, ça fait depuis quand vous êtes là? On savait plus depuis 2 heures. Donc on a pas 2 heures. Un peu froid quand même. On a un coup de pied. Bon, bah en tout cas, nous, on a fait un petit trajet là depuis Paris. Hier, on était à une soirée avec Mike Borowski et puis tout plein de gens super. On n'a pas beaucoup dormi, mais on s'est bien amusé. Et évidemment, je suis là aujourd'hui, comme vous tous, pour soutenir toutes les personnes qui sont victimes des injections, bien sûr, et puis victimes du totalitarisme rampant, de toutes les mesures qui ont été prises pour nous couper dans nos libertés, dans nos pensées, dans notre expression, mais qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas marché. Parce qu'on est toujours là et on est toujours plus nombreux et on est toujours plus forts et on est encore plus puissants qu'avant. Alors, je suis dans un sens, en tout cas, pour les rescapés, ceux qui ont échappé à cette injection et à ces mesures, à ces injonctions liberticides. Je suis fière de nous, je suis fière de vous. Je suis vraiment contente de faire partie de cette grande famille qu'on peut appeler aujourd'hui la résistance. Tout à l'heure, j'étais à la station-service pour faire le plein et il y avait 2 numéros sur la colonne, il y avait un 1 et un 3 et je demande au monsieur de la caisse, je lui dis mais c'est la 1 ou la 3 cette colonne? Il me fait oh non mais c'est comme vous voulez parce que la personne qui était là, elle a fait n'importe quoi. Je lui fais elle était bourrée quand elle a fait ça ou alors elle avait été injectée et là il m'a regardé, il m'a fait je pense qu'elle avait dû être injectée et il m'a dit vous l'avez pas faite? Je lui fais non. Et vous? Non plus. Et on était contents. On a eu de la chance en fait dans cette bataille d'y voir clair assez vite. En tout cas je sais pas qui est là et si parmi vous il y a des personnes qui se sont fait avoir, qui ont cru à ces mensonges, aux mensonges médiatiques, aux mensonges du gouvernement, mais pour ceux qui ont dû le payer de leur santé, de leur vie, de la vie de leurs proches, je pense à Marc Doyer, je pense à Michel, je pense au papa de Maxime, je pense à Lucie, que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, qui, jusqu'à septembre 2021, faisait confiance à son docteur, et au gouvernement, et à la télévision, et qui depuis son Pfizer, première dose, a de l'électricité dans le corps, a des bruits en permanence dans la tête, a des paresthésies, des fourmillements, un corps qui ne fonctionne plus, elle était sportive. Elle ne peut même plus se lever de son canapé, ou pratiquement pas. Je l'ai au téléphone régulièrement, elle cherche un traitement. Je l'ai orientée sur des personnes qui font des détoxifications à Genève. Pour l'instant, ça ne marche pas. Et elle m'a envoyé la petite vidéo récemment d'un petit Augustin qui est son voisin, qui a 13 ans, et qui a exactement les mêmes symptômes. Et quand il se déplace, on dirait un handicapé moteur. Et en fait, ça fait depuis presque 1 an qu'il a ça, depuis son injection. J'ai regardé un petit peu les chiffres avant de venir sur le nombre de morts Covid dans le monde avant injection et le nombre de morts Covid dans le monde après injection. Alors il y a des pays en Asie, on va se dire oui mais en Asie ils savent pas compter, mais peu importe. On va commencer par ça. Taïwan, avant l'injection, 7 morts Covid. Depuis l'injection, 851. Et maintenant, ils sont à 16 000. Ça marche bien, le vaccin? Bonjour de Thierry. On parle de ça après? Bah, tu lui donnes mon bonjour aussi. Ciao. C'est tout un art de pas se laisser déconcentrer, surtout quand on a un chip dans la tête et que vous êtes frigorifié. Le deuxième, le Vietnam. Le Vietnam, 35 morts avant l'injection Covid, 35 000 depuis. Et maintenant, on est à 43 000. Aux Seychelles, au Cambodge, aucun mort du Covid, avec Covid. Depuis, 136 aux Seychelles et 3000 au Cambodge. On va revenir en Europe, parce qu'on va se dire, oui, on se dit c'est loin, c'est pas nous. Hein? Ça reste de l'humain. Eh, merci. Ça reste de l'humain. La France, le Danemark, le Canada, Israël, la Suède et même la Suisse. x2, x3, x4 depuis l'injection. L'Australie, 11 juin 2020, 100 morts Covid. Juste avant l'injection, 900. Depuis l'injection, 2600. Et là, je crois qu'ils en sont à 16 000 ou 15 000 aujourd'hui. Le Danemark, c'est la même chose. Et je pourrais vous le décliner sur tous les pays du monde et ça ferait long. Mais vous voyez l'idée. En Suisse,
Avant injection 1600, après injection 8000, et là on en est à 13 000. Enfin, tout ça pour vous dire que, encore une fois, nous avons de la chance, mais ce n'est pas fini. Et comme vous l'avez compris, cette injection, ce prétendu vaccin qui est toujours expérimental et qui fait des dégâts graves, n'est qu'une porte d'entrée. Et que en finir avec cette vaccination n'est pas la seule, n'est pas une solution en soi, disons, c'est pas la fin. C'est un aspect de la chose, c'est ce qui a permis à pas mal de personnes de se réveiller aussi, mais c'est la voie par laquelle la Commission européenne, le Forum économique mondial et d'autres entités veulent entrer pour nous imposer de la surveillance à vie. Donc c'est là-dessus qu'on doit être attentif, c'est là-dessus qu'on doit être vigilant. Et quand les personnes nous demandent ce qui se passe, parce qu'il y en a de plus en plus qui se réveillent et qui veulent savoir, informons-les sur ce qui se passe derrière, sur l'agenda 2030, sur le net zero, sur les 17 buts du développement durable, sur les pouvoirs en place, sur le réseau tentaculaire du nouvel ordre mondial de Klaus Schwab. Et je sais qu'entre nous se creuse un fossé entre ceux qui ne savent pas et ceux qui font leurs recherches. Mais pour autant, s'il vous plaît, s'il nous plaît, restons tolérants avec ces personnes qui ont mis du temps à comprendre, qui n'ont pas voulu se séparer de leur confort matériel, leur confort moral, mental, psychologique, parce que c'est trop dur parfois de comprendre qu'on nous a menti, et à ce point-là. Donc restons solidaires, restons fraternels, et ayons cette pensée pour toutes les personnes qui l'ont payé de leur vie. Merci beaucoup, merci d'être là après toutes ces années de lutte, on va continuer. Merci Chloé. On lâchera rien, on lâche rien à vous. Merci. Et soutien aux victimes, bravo à vous. Merci, merci. Merci Chloé. De notre côté, on a fait un petit peu le tour de toutes les personnes qui souhaitaient intervenir. Je ne sais pas s'il y a des intervenants qui ont quelques mots pour conclure, pour dire quelque chose, qui voudraient encore... Il y a quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole? Allez. Ah. Je vais conclure. Bonsoir. Je ne sais pas monter sur les strates parce que j'ai du mal à marcher et je vais m'asseoir. Oui, je ne sais pas si vous avez su, mais hier, la Chine a abandonné la politique du zéro Covid. Alors, chance ou mal... Pardon? Oh! Oui, je disais qu'hier, la Chine a abandonné sa politique du zéro Covid. Est-ce que vous étiez informé de cela? Non, pas du tout. Bon, certains peut-être oui. Non, ça veut dire que leur scénario ne fonctionne pas. Donc, mais il faut savoir que le programme est établi et on doit suivre le programme. Et l'Union européenne continue, coûte que coûte, sans entendre, et vont foncer dans le mur. C'est comme un fruit-mûr qui est prêt à tomber. Alors, combien de temps cela va-t-il durer encore? On ne sait pas. Mais il faut prendre patience, un jour ou l'autre, ça va se terminer. Et ce jour-là, il faudra que tous ensemble, on se réunisse et qu'on reconstruise ensemble. Merci. Merci. Ça, c'était la conclusion. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient reprendre la parole? Voilà. Fin de live. En tout cas, nous, on tient à signaler qu'on continue le combat. On lâche rien. Qu'on est présent tous les mercredis.